Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Pierre Laplagne, je dirige l'agence d'urbanisme de Strasbourg-Rhin-Supérieur. J'ai été désigné pour animer cet atelier qui va être consacré à la gouvernance et au financement, sujet d'ailleurs très largement exploré tout au long de cette journée et demie que nous avons déjà passée ensemble. Pour illustrer et ouvrir nos échanges, je vais laisser la parole à Patricia Perren, qui va nous présenter du cabinet de transmission un peu le cadre juridique et formel de la gouvernance d'un ferme. Nous aurons aussi la contribution de Madame Fanny Arave, qui est membre du CESE. Et pour ma part, j'ai prévu une petite présentation pour rapporter quels enseignements on peut tirer de l'expérience du réseau express métropolitain, maintenant labellisé CERM, de Strasbourg, en matière de gouvernance et en matière de financement. Peut-être, Patricia, vous pouvez commencer. Oui. Alors déjà, je ne sais pas si vous pourrez mettre ma présentation. Vous allez voir que moi, je vais parler que de gouvernance, parce que c'est vrai que initialement, on m'avait présenté le sujet plus comme gouvernance. Et je m'étais posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir présenter? C'est un thème assez large, en fait, quand même. Et finalement, en écoutant plusieurs débats, et c'était déjà un peu le cas ce matin, je me suis dit que parfois il manquait juste, et c'est ce que je vais faire, une présentation de la loi. Qui fait qui fait quoi. Et je pensais, pour les gens qui assistaient à la plénière de ce matin, quand on a parlé du CERM de Clermont-Ferrand, oh là là, les EPCI, elles ont chacune leur petite zone, et à chaque fois qu'on doit faire d'une zone à une autre, c'est compliqué, vraiment. Quand je me regarde, je suis triste, et quand je me compare, je suis triste aussi. Bon, je me suis dit que ça valait... Quelqu'un qui est dans la salle, qui n'est pas un élu local ou un spécialiste du droit administratif, voilà, il perçoit peut-être pas ça, et donc bon, moi-même je suis économiste de formation. C'est vrai que c'est des questions dans lesquelles je suis entrée quand j'étais directrice transport adjointe à la région Centre-Val de Loire, et j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre juste 5-10 minutes là, et du coup vous allez voir que c'est assez court et que c'est très factuel, mais que c'est tout de suite, et ça l'a été, on a eu des échanges tout de suite polémiques, parce que voilà, les gens se disent c'est pas satisfaisant, voilà, c'était d'ailleurs ce qui a été dit ce matin, donc juste je vous pose le cadre, et après on pourra débattre, de toute façon ça passera tout de suite la parole à Fanny. Donc voilà. Bon, alors je me suis remis gouvernance, je me suis dit, bon, gouvernance, c'est pas un mot qui est très français d'ailleurs à la base, c'est quand même. C'est un système d'entités décisionnelles qui dirige à certains domaines d'activité. Bon, avec ça, c'est pas très clair. Du coup, bon, la question c'est qui décide en matière de CERM et comment les décisions des différents niveaux de collectivité sont-elles articulées. Parce que l'autre chose aussi que je vais faire dans cette présentation, c'est que je ne vais pas rentrer dans SGP versus SNCF Réseau, qui sont d'autres acteurs qui sont présents dans la gouvernance. Et pourquoi je fais ça? Ça permet de faire une petite parenthèse et de vous dire qui est Transmission. Parce que je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas l'entreprise, donc vous voyez, il y a le logo là. En fait, donc on est donc une entreprise qui aide les collectivités locales, qu'elles soient régions ou EPCI, métropole, agglomération, mais pas que, à négocier et à passer leur contrat de transport, que ce soit du transport urbain ou pour les régions du transport ferroviaire, voire de l'autocar et de l'interurbain. Donc c'est vrai que nous on travaille à la fois pour les EPCI et pour les régions. C'était pour ça que je trouvais ça intéressant de parler de ça. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé dans l'ingénierie ferroviaire. Quel est le rôle de la SGP par rapport à SNCF Réseau? Sont-ils challenger technique ou conseil avisé type AMO des collectivités? Ça ne sera pas le sujet aujourd'hui. Je pouvais passer le slide suivant. Ah, tiens, c'est marrant parce que du coup, désolé pour la police a sauté, donc ça fait un peu... ça fait très handwriting, écriture à la main. Donc en fait, le premier truc que j'ai remis aussi, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on perd de vue, et c'est important, on va le voir en matière de gouvernance juste après, c'est qu'est-ce qu'un CERM? Du coup, basique, je suis revenu à la loi, donc loi sous les yeux. Et je vous ai souligné une partie qui est, ça reste prioritairement sur un renforcement de la desserte. C'est prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire. Donc certes, il y a tout le reste, donc le transport fluvial, le covoiturage, bon, évidemment le transport urbain, les gares, les pôles d'échange, mais c'est prioritairement du transport ferroviaire, en tout cas en majorité son cœur, et on va voir que ça c'est pas du tout neutre en matière de gouvernance. Alors, vraiment désolé pour la police, vous allez avoir tout du long. Et du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, et une fois de plus, c'est vraiment pour ouvrir le débat, et je pense qu'on va en discuter après, c'est de dire quel est le droit aujourd'hui, le contexte donné. Je ne suis pas du tout en train de dire c'est bien, c'est pas bien, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, c'est pas mon objet, et pour éviter de raisonner voilà, dans l'abstrait et de regarder concrètement ce qui se fait. Je me suis répété.
Le premier principe que je voulais rappeler, parce que, en tout cas dans certains débats, je l'ai vu absent ou je l'ai vu critiquer, ce principe, c'est l'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre. Voilà, c'est vraiment le truc. On ne peut pas imaginer qu'en matière de SERM, on va avoir la métropole qui va prendre le pas sur la région ou la région qui va prendre le pas sur la métropole. C'est quelque chose qui est impossible. Et même si donc, la loi Zolézy l'avait souhaité, c'est pas quelque chose que la loi Zolézy aurait pu mettre en place. Alors, on verra à la fin que c'est pas du tout ce qu'elle a fait. Parce que c'est un principe constitutionnel. Je vous ai recité la Constitution, c'est très très clair. Donc aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Voilà. Après, et c'est un cependant, il peut avoir un chef de file dans certaines compétences. Et on va voir qui c'est en matière de transport, quelle collectivité est chef de file, en matière de mobilité. Mais voilà, vraiment principe de non-tutelle. Et du coup, vous allez voir que ma présentation est construite comme ça, c'est que ça mène à une idée clé, à quelque chose qu'on ne pourra pas changer, parce que c'est vrai que ce principe constitutionnel, je veux dire, il ne sera jamais remis en cause. On n'aura jamais un Parlement réuni au 3/5e votant à Versailles la remise en cause du principe de non-tutelle. Enfin, ça, il faut l'enterrer. Donc, en tout cas, faut garder ça à l'esprit. On ne pourra jamais avoir la région qui tranche, ou la métropole qui tranche, ou la communauté d'agglo, ou le PCI qui tranche. Ça n'arrivera pas. Et donc après, c'est décliné dans le Code général des collectivités territoriales, mais voilà, ça redit la même chose, donc on ne va pas le lire. Bon, mais ça a mis en place ce qu'on appelle un chef de fila. D'ailleurs, c'est marrant, parce que quand j'ai tapé ça sous Word, il n'a pas aimé. Il me l'a souligné en rouge, il m'a dit c'est quoi ce mot, alors que la région utilisait toujours ça, chef de fila, principe du chef de fila. Et pour le coup, en matière de mobilité, c'est pareil, il n'y a pas... C'est très très clairement établi dans la loi, depuis la loi d'orientation des mobilités. La région est chargée d'organiser en qualité de chef de file les modalités de l'action commune des collectivités territoriales, donc toutes les COMCOM qui sont sont les compétences, pour les mobilités, notamment l'intermodalité, donc pour les SERM évidemment, on a vu la définition, c'est central, la complémentarité entre les modes de transport, etc. etc. Donc on ne peut pas avoir une région qui domine la métropole et la métropole qui domine la région. Par contre, la personne qui doit organiser les réunions, un peu mettre du liant dans tout ça, c'est clairement la région. Et en matière de SERM, on le sait que c'est pas neutre, parce que ici dans cette région, et à cet endroit en particulier, on voit bien qu'on est bien loin de l'aire principale de l'attraction de la région. On est vraiment un point particulier. Bon, du coup, je vous ai dit, j'ai essayé de mettre des idées clés à chaque fois pour conclure tout ce que je viens de vous dire là. En matière de SERM, une région ne pourra pas imposer ses vies. Alors j'ai bien mis EPCI aussi, mais bon, je pense que vous connaissez bien la carte des 24 projets de SERM. Parce qu'on n'a pas que des métropoles, on a aussi, alors on n'a pas des communautés urbaines, on a des communautés d'agglomération, mais on a aussi des COMCOM, Côte d'Opale, etc. Donc on a vraiment tous les niveaux de PCI. Donc ça c'est pour les spécialistes. Voilà. Il y a différentes, le bloc communal, pour reprendre un vocabulaire un peu plus grand public, on peut avoir des grosses villes, des moyennes villes ou des petites villes, et en fait, en matière de SERM, on va trouver tout le monde. Et par contre, bon, une fois que j'ai dit il n'y a pas une qui domine sur l'autre, quand même celle qui doit organiser et faire les réunions et donner finalement l'impulsion, c'est la région. Et c'est vrai que si la région ne donne pas l'impulsion, c'est compliqué de faire un SERM sans cette impulsion première, quoi. Autre chose aussi que je trouvais important en matière de SERM, c'est depuis la loi NOTRe, c'était très important pour les régions et les départements, il y a cette suppression, il y avait une clause de compétence générale. Alors on pouvait intervenir un peu sur toutes les politiques. Et il y a eu cette idée de se dire, bon, chacun va intervenir dans son domaine, et du coup, la région, la mobilité, et les EPCI, la mobilité. Mais du coup, il y a un acteur dont on a parlé un petit peu ce matin, et c'était intéressant la présentation aussi Clermont-Ferrand là-dessus. Quand on parle du département, finalement, il ne leur reste pas grand-chose, si ce n'est l'aménagement des routes départementales qui peuvent croiser des lignes de chemin de fer, le déplacement des transports scolaires pour les enfants en situation de handicap. Voilà, ça commence à restreindre. Et donc après, tout l'aménagement des routes, c'est pas que les passages à niveau, c'est également les routes qui vont voir circuler les bus et les autocars. Mais du coup, c'est vrai que le département, c'est un acteur qui disparaît complètement, quasiment, des SERM, alors même qu'il est cité un peu dans la loi. Donc c'est finalement quelles sont les compétences en matière de mobilité, peut-être en matière de tarification aussi, que de la tarification sociale, c'est des choses sur lesquelles le département pourrait agir. Mais voilà, se dire aussi, on ne peut pas tout demander au département, parce que le département, on lui demande plus ça, on lui demande de la politique sociale, et c'est comme ça que ça a été défini. Et en matière de SERM, c'est important, parce qu'il y a des fois, la zone d'attraction du SERM, elle correspond plus finalement aux limites du département. On aura envie d'appeler le département pour dire, viens nous donner un coup de main. Le département, il fait, non, mais moi je paye le RSA, je ne suis pas là pour payer les SERM, en fait. Et c'est un très bon argument, et en plus, techniquement, il n'a pas le droit.
il va falloir intervenir sur les routes ou sur des petites choses, mais pas facilement, quoi. Bon. Et les communes, aussi parce que j'ai parlé des EPCI, donc du bloc communal, les communes, c'est pareil, c'est extrêmement restreint, si ce n'est la voirie. Bon, et après, évidemment, et ça on en a beaucoup parlé ce matin, c'est tout ce qui est plan d'urbanisme, quand même les plans d'urbanisme locaux. Là, les acteurs ressortent à leur niveau avec les PLU, les SRADET, voilà, tous les plans d'urbanisme. Bon. Donc là, c'était vraiment absence de tutelle, rôle de chacun. Et maintenant, si je regarde la loi SERM et les droits des transports un peu plus spécifiquement, la première chose aussi, et parfois une incompréhension qu'il y a eu au moment de la loi d'orientation des mobilités, et une fois de plus, désolé parce que la police, ça a fait sauter, j'aurais dû les faire en PDF, il n'y a qu'une seule collectivité qui a la compétence en matière de transport ferroviaire. Ça, c'est extrêmement clair. Je vous ai pareil remis le code des transports, c'est la région. Et après, il y a eu ce débat pendant la loi d'orientation des mobilités avec Elisabeth Borne. Est-ce que les métropoles doivent avoir compétence? Et donc, il y a eu ce débat et ça a été tranché. Et il y a un article que je vous ai remis là. Oui, elles ont le droit de payer. Et c'est vraiment tout ce que dit ce texte. Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines. Alors, si vous êtes spécialiste, vous allez voir qu'il manque aussi les communautés d'agglomération et qu'il manque les Comcom, donc les plus petites EPCI, qui, quand elles sont AOM, donc autorité organisatrice de la mobilité, ou les syndicats mixtes, etc., bon, je vais vous foutre elles peuvent, alors j'aurais dû souligner, peuvent contribuer au financement d'un service ferroviaire régional. Voilà. Donc elles ont le droit de financer la région. Alors évidemment, si elles financent, elles vont se mettre d'accord, on peut imaginer qu'en bonne intelligence. Par contre, si elles ne trouvent pas un accord, une métropole ne peut pas commander des services ferroviaires qui circulent sur le RFN, sur le réseau ferré national. Ça, c'est juste pas possible en fait. C'est pas quelque chose qui est légal, donc c'est forcément la région qui peut faire la commande. Alors on commençait à avoir un débat. Si une métropole voulait créer une ligne de transport qui soit séparée du réseau ferré national, bon, parce que là ça s'appelle du tramway plus ou du ferroviaire léger, ça c'est possible. Je pense à La Réunion. Voilà. La Réunion c'est possible. Voilà, si une métropole voulait créer quelque chose, il n'y a pas de RFN sur l'île de La Réunion, donc ça serait des choses qui sont peut-être envisageables. Mais en tout cas, sur l'étoile de Clermont ou à Vichy, la métropole ne peut pas commander de service ferroviaire. Enfin, pour l'instant, c'est pas possible, quoi. Et par contre, ils ont le droit de payer. Mais c'est tout, pour l'instant. Voilà. Donc, qui est compétent en matière de transport urbain? Parce que là, je vous ai parlé de transport ferroviaire, c'est forcément la région, avec pour les plus grandes EPCI la possibilité de contribuer financièrement et du coup d'utiliser leurs ressources financières, notamment le versement mobilité pour financer ça, hein, c'est ça qui est derrière, c'est ça l'intérêt. Pour le transport urbain, par contre, bon, c'est pas la région, ça c'est sûr, et c'est donc le bloc communal. Donc il y a les grandes villes, on va dire, pour parler un langage commun, elles ont la compétence de plein droit, métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération et métropole de Lyon qui est un peu spéciale. Une communauté d'agglomération, alors je viens de doute, je vais donner des exemples, moi je viens de Bourges, on est une communauté d'agglomération par exemple, donc c'est une ville de taille moyenne, même de petite taille moyenne, quoi. C'est pas des grosses villes, des moyennes plus, on est déjà en communauté urbaine, voire pour certaines en métropole dans certains cas. Bon, et quand c'est des villes de plus petite taille, des EPCI de plus petite taille, c'est soit, je ne sais pas si vous avez suivi aussi ce jeu-là, où elles avaient le choix entre prendre la compétence ou la laisser à la région. Et pareil, c'est important en matière de SERM, mais on a commencé à l'évoquer quand on a parlé de Clermont tout à l'heure. Il y a des EPCI qui n'ont pas pris la compétence transport, et du coup, c'est la région qui est compétente, y compris pour le transport urbain. Bon. En attendant, si on parle des SERM et de nos 24 projets, hein, si on n'est pas dans l'abstrait et qu'on regarde concrètement qui est compétent pour les SERM, les villes-centres, elles sont systématiquement compétentes pour les 24 projets de SERM, parce que les deux petites, ou pas claires, donc il y a tout ce qui est Côte d'Opale qui a pris la compétence transport, et on avait également, mais je vous dis comme la police a changé, vous n'avez pas réussi à le lire, il y avait aussi le SERM Bretagne, et du coup je suis allée voir en Bretagne, est-ce que les EPCI avaient pris compétence? Et elles ont toutes pris sauf les 3 en jaune. Donc en fait, elles ont plutôt... Alors ce qui n'est pas évident en fait, alors je vais tricher un peu, je vais aller... Je ne sais pas si vous avez vu cette carte de France là. Vous voyez que c'est très régional, c'est-à-dire qu'en Bretagne, il y a très peu de jaune. On serait en Occitanie, voilà, il y aurait souvent la région qui serait finalement compétente, y compris pour le transport urbain. Donc en dehors des grandes villes, et Toulouse évidemment, qui était compétente de plein droit en tant que métropole, si le SERM, son aire d'attraction, elle sort vraiment de Toulouse, ça veut dire que c'est encore, on voit la région, y compris pour le transport urbain. Donc c'est la région qui est des deux côtés en fait. Cette carte-là, vous la trouvez sur le site du CEREMA.
Donc en tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion et pour être dans le concret, c'est que pour les termes, on a vraiment d'un côté le PCI de la ville-centre qui est compétente en matière de transport urbain et la région. Et comme ils ne peuvent pas avoir une qui décide par rapport à l'autre, il va falloir qu'elles se mettent d'accord, quoi. Attention, par contre, et ça a été dit ce matin quand il y a eu cette critique par rapport au truc de Clermont, c'est-à-dire que chaque PCI est compétente, mais uniquement dans sa zone. Alors après, voilà, j'ai des exemples très concrets. Pour Saint-Amand-Moron-Orval, pour ceux qui connaissent, petite ville du centre de la France, qui n'avait pas compétence jusqu'à la gare de Orval, qui n'est pas sur le PCI de Saint-Amand. Elle a demandé à la région si la navette urbaine pouvait aller jusqu'à la gare, et la région a dit oui. Voilà, vous pouvez. Donc c'est pas totalement aussi monolithique que ça. Mais en tout cas, globalement, on a la région et dans les Sermes et les métropoles / communautés d'agglomération d'un côté. La loi Zulesi n'a pas remis du tout ça en cause. J'ai vu écrit parfois qu'il n'y avait pas pensé, que ça aurait été bien de réfléchir à ça. Je pense qu'ils y ont pensé, je pense que c'est un choix en fait de ne pas modifier du tout l'architecture et de ne pas créer une autre structure encore et de juste de dire vous allez avoir une labellisation et avec ça vous pourrez faire des choses. Bon, et là ça va nous faire la transition pour le financement, c'est que s'il y a une labellisation sans financement, on va avoir du mal à motiver les gens pour se mettre d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée, on ne crée pas quelque chose de nouveau, on incite et on invite à la concertation. Je vous ai souligné ça dans la loi Zulesi, où je ne dirais pas qu'ils n'y ont pas pensé, je dirais au contraire qu'ils y ont pensé, mais que dans un... surtout pour une proposition de loi qui doit être soutenue par le Parlement avec beaucoup de gens qui ont été élus locaux ou qui le sont encore en parallèle, la probabilité qu'on remette en cause les lois qui venaient d'être votées, non, je ne croyais pas du tout. Bon, conclusion... Donc c'est un peu, j'enfonce une porte ouverte, mais je trouve, j'en viens de le rappeler. Un CERM ne peut être mis en place qu'avec une collaboration, en gros, des métropoles et des régions. Et s'il n'y a pas cette collaboration, il faut élire de nouveaux élus. À un moment donné, il ne faut pas espérer que la loi va... Je ne crois pas du tout que la loi évoluera. En tout cas, voilà, il faut qu'il y ait une volonté politique pour que ce soit un projet de territoire. Et on peut s'en plaindre quand on est élu d'une collectivité et qu'on sent que l'autre niveau de collectivité ne s'approprie pas si facilement que ça. Mais on ne pourra pas lui imposer. Donc il faut vraiment essayer de trouver des ententes. Et on a vu que ça marchait à Bordeaux et à Strasbourg, y compris dans des territoires qui n'ont pas les mêmes couleurs politiques. Voilà, il faut vraiment faire un projet du concret. Et aussi, si on avait des financements, c'est sûr que ça aiderait tout le monde à se mettre d'accord, quoi. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment on met en pratique le cadre posé par la loi CERM, sans financement, voilà, je vais m'arrêter là, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire, ce sera tout. Merci beaucoup pour ce rappel du cadre juridique, que bien entendu on doit avoir en tête dans le cadre de la construction d'un projet de CERM. Heureusement, dans la vraie vie, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc il faut éviter les trop grands écarts par rapport à la norme juridique. Si je prends un parallèle avec la politique de la ville, on n'aurait jamais mené une politique de la ville telle qu'on a pu mener en France si on s'était strictement tenu aux compétences respectives de chaque niveau de collectivité. Dans la vraie vie, ça s'est fonctionné, ça a beaucoup fonctionné en mode collaboratif. Moi, ce que je retiens de votre présentation, il y a à la fois ce cadre, mais ce cadre n'interdit pas le pragmatisme et il y invite plutôt. Il y invite, oui, exactement. Tout à fait ça. Merci beaucoup. Alors, ça serait intéressant d'avoir maintenant le regard d'un membre du CESE sur ces évolutions qui ont forcément un gros impact sur la vie des territoires et la structuration de l'espace français. Merci, mais déjà merci pour l'invitation, puis bonjour à toutes et à tous. Donc Fanny Araf, également économiste des transports. Ah, c'est un petit monde. Et pour dire un peu d'où je parle, je suis effectivement conseillère CESE au titre de l'ENSA. J'ai été administratrice salariée au conseil d'administration de SNCF Réseau, enfin RFF puis SNCF Réseau depuis plus de 10 ans donc. Et je suis également au conseil scientifique du GART. Comme ça, vous savez d'où je parle. C'est plus clair. Donc moi, je vais plutôt axer mon propos sur une analyse de politique économique. Ça va être un petit peu là-dessus. Donc je reste assez généraliste, mais je vais essayer de donner quelques exemples. Donc vous le savez, c'est une palissade, mais c'est parfois bon de le rappeler. Le transport est un objet éminemment politique. Et parfois, on a tendance à vouloir le transformer en outil, mais c'est un objet, c'est vraiment en soi un objet politique. C'est en tant que tel.
parce que c'est un transport pour qui, financé par qui. Vous avez donc le système des compétences de chacun, d'image de chacun. Mais c'est aussi, et il faut le rappeler, un service public. Alors la notion de service public, elle a été très claire dans la LOTI, avec le droit au transport. Elle est un petit peu moins claire dans les textes qui ont suivi NPF et surtout l'homme, où c'est devenu un droit mais, à la mobilité, mais avec peu moins de substance, où on sent qu'il y a une ligne de partage qui n'est absolument pas explicite entre un droit qui est de la compétence de l'État et des régions. On devine que c'est transféré en bonne partie en région, mais on ne sait pas si c'est totalement ou pas totalement. En tout cas, on a cette ligne de partage, effectivement, sur le droit. Et cette notion de droit est importante. Parce que c'est vraiment c'est ce qui donne aussi tout ce qui est le principe d'universalité et comment donc on traduit ce principe d'accès à tous. Les services publics aussi, il y a une dernière note de l'INSEE qui montrait que l'ensemble des services publics contribuait à plus de 50% en nature à l'effet redistributif. Donc c'est pas neutre quand même. Donc le service de transport, et vous le savez, à toute échelle, parce que bien sûr qu'à l'échelle des transports urbains, éminemment, vous faites des services publics, bien évidemment, même si ce n'est pas un texte de loi, mais c'est votre mission. Et donc, on a cet effet-là en combiné, effectivement en cumulé, ou une contribution particulièrement importante. Donc, il y a des effets, effectivement, sur la lutte contre les inégalités, et l'équité territoriale et l'équité sociale. Donc, c'est moins important. C'est également un outil d'aménagement des territoires à toutes les échelles. Donc ça, on le rappelle assez régulièrement. Et le lien avec un urbanisme qui est également très, très poussé, mais avec pas seulement l'urbanisme, et ça, vous le savez, donc on a eu pas mal aujourd'hui, effectivement, d'exposés sur ce sujet-là, le lien très, très fort. Moi, j'ai tendance à considérer, à propos d'économistes, que c'est sur la même courbe d'utilité, c'est-à-dire que ça marche ensemble. C'est-à-dire qu'en France, on a une espèce d'acceptabilité à payer un logement très cher, parce que jusqu'à présent, le transport ne l'était pas trop. Et qu'il y avait cette fameuse constante de Zahawi qui disait que plus les transports s'améliorent et donc finalement on peut aller plus loin, parce que la durée de temps reste la même. Or, on se rend compte depuis 10 ans, c'est plus vrai, et en fait, ça s'appelle juste l'effet rebond. Donc, en termes de transition écologique, ça pose quelques interrogations, et ça pose effectivement des interrogations sur le territoire. Donc, il y a effectivement cette problématique d'aménagement qui peut se prendre au niveau du territoire national, sur différentes échelles. J'ai fait partie du collège d'experts du collectif Nos services publics sur le dossier transport il y a 2 ans. Collège d'experts qui était fait de personnes de tous les modes et également de toutes les opinions. C'était très intéressant. Et on évoquait ce principe de la sobriété. Compliqué de parler de sobriété des transports en pouvant essayer de dire autre chose qu'il faut moins se déplacer. Très bien, mais à ce moment-là, pour qui, comment, quelle alternative ? Et en fait, on s'était rendu compte avec d'autres collègues que le premier levier de la sobriété de transport, de diminution des déplacements, c'était les déplacements scolaires. Et que peut-être que le meilleur levier pour aider à ce qu'il y ait moins de déplacements scolaires en voiture, c'était de redéployer des écoles, des lycées. Et là, ce n'est pas du transport. C'est d'autres formes de politique, avec des intervenants, régions, etc., mais également d'éducation nationale. Donc on est sur d'autres registres. Et il y a bien des fois où finalement ce sujet transport, ce sujet mobilité, et peut-être à prendre du point de vue de l'émetteur du déplacement. On dit au déplacement pour le plaisir de se déplacer, quand même a priori on se déplace pour quelque chose. Donc à partir de cet objectif, donc ça parle redistribution des emplois, et on a effectivement cet équilibre du territoire et redéploiement des effets que l'on sait éminemment source de déplacement. Scolaire, emploi, santé. Donc là aussi, ce sont des sujets que l'on retrouve par ailleurs. Donc on a effectivement ces éléments un petit peu qui sont importants. On a aussi l'irrigation du territoire. Comment équilibrer le territoire, comment on arbitre, comment on voit, il y a les grandes lignes, et puis il y a quand même, on en a parlé juste une fois aujourd'hui, le fret. Qu'est-ce qu'on fait du fret ? On a quand même un peu le sentiment qu'on a tous un peu abandonné le fret, enfin plutôt une fatalité pour du fret ferroviaire et se dire, on essaiera de faire en sorte qu'il soit le moins carboné possible et dérangera le moins possible les automobilistes qui vont rester en même temps du fret routier. Donc il y a cette problématique quand même qu'il faut avoir en tête. Le désenclavement effectivement des populations, on le voit dans le périurbain. On a des zones qui sont particulièrement enclavées, donc il y a une nécessité de désenclaver, d'améliorer des conditions de voyage. On a vraiment ces fonctions-là. On est dans le domaine des fonctions essentielles, on a vu pendant le Covid. On est véritablement dans le domaine des fonctions essentielles. Et bien évidemment, la transition écologique, donc pour premier émetteur de gaz à effet de serre, et pas seulement pour la santé.
L'occupation des sols, c'est souvent une notion assez oubliée, mais les transports publics, qu'ils soient ferroviaires ou autres, c'est aussi un meilleur usage à personne des sols. Et ça, c'est également une notion assez importante. Alors ensuite, les documents applicatifs et les zones de compétences. Bon, on a parlé des STRADET, des SCOT, des interscot. Fut une époque, j'ai beaucoup cru aux interscot, je suis un petit peu déçue. Les PLU, les PLUI. On a effectivement un ensemble d'outils. Mais je pense qu'un des axes, autres ceux qui ont dit qu'ils payent des CID, etc., les domaines de compétences, il y a quand même 3 sujets. C'est pour qui on le fait, le principe de qui est en capacité d'arbitrer, parce qu'à un moment, il va falloir arbitrer. Arbitrer entre des projets, arbitrer entre des sillons, arbitrer entre des capacités, que ce soit du routier ou du ferroviaire. Qui est en capacité et à quel niveau doit arbitrer. Et ça, c'est une notion que l'on n'a pas souvent, parce que ça présente les gestions de capacité, de saturation, se gérer à peu près en douceur. Mais là, on est dans un monde qui va être de plus en plus multi-acteurs. Multi-acteurs d'exploitation, multi-acteurs dans les modes, multi-acteurs même dans les gestionnaires d'infrastructures, de multi-acteurs les intervenants. Donc la notion d'arbitrage va remonter d'un cran. Donc, je pense que c'est un axe aussi à intégrer dans le système de gouvernance, c'est qui va arbitrer sur quel domaine. L'aspect démocratique. Alors là, c'est mon côté CESE aussi qui prend le dessus. La démocratie environnementale est un vrai sujet. Et dans quelle mesure on est en capacité d'avoir un équilibre des forces. Alors là aussi, il y a des notions territoriales. J'avais le même exemple de l'Occitanie. On n'est pas dans la même morphologie urbaine et d'aménagement en Occitanie qu'on est en Rhône-Alpes. Donc là aussi, il y a pas de... On ne peut pas plaquer de système de gouvernance unique sur l'ensemble du territoire. Enfin, ça me paraît assez difficile. Bon, il y a un problème juridique qui a été clairement évoqué. Et je crois même qu'en termes de territoire, on n'est pas dans les mêmes problématiques de on le fait pour quel objet. Et on le fait pour répondre à quelle question, à quelle interrogation, à quelle problématique. Donc on a ce sujet effectivement de comment on a cette problématique de démocratie. On voit qu'on a différents systèmes selon le niveau de métropolisation, la structure juridique, est-ce que ça va direct, pas direct, etc. Mais non seulement la structure elle-même, mais dans la présentation de ces projets. Là aussi à différentes échelles. Moi je regrette que les contrats de performance ne passent pas au Parlement, par exemple. C'est quand même un choix. Pourquoi on n'a pas effectivement la possibilité de faire voter par des élus concernés à certaines échelles les plans. Pourquoi les plans régionaux sont pas une fois aussi au conseil régional? Pourquoi? Enfin voilà, il y a peut-être un petit élan démocratique à faire sur les sujets de transport parce que c'est forcément des choix. En contrainte budgétaire, c'est encore plus des choix. Ces choix qui s'expliquent, qui sont, je suis assurément sûre et certaine, qui sont rationnels, autant faut-il les expliquer. Et je pense qu'il y a ce petit discours à avoir avec les citoyens qui est également assez important pour les notions d'acceptabilité et de compréhension et de mettre justement les acteurs et donner également plus de force et de puissance à la structure que vous mettez en place et au regroupement que vous mettez en place. Ça me paraît assez important. Alors sur les SERM, effectivement, c'est un objet intéressant. J'avais travaillé la stratégie sur le tram-train, le périurbain. Donc ça permet de relancer les blocages que l'on avait rencontrés à l'époque sur les problématiques de compétences, faire discuter les modes ensemble. C'est un élément assez puissant à ce niveau-là, pour autant que les acteurs sont partisans et assez globalement ils le sont. Et je pense que ça a bien relancé ce sujet-là. Ça permet, et je trouve intéressant, c'est la démarche des SERM, c'est que ça ne se limite pas aux grandes capitales régionales. Parce que c'est vrai qu'on a un peu marqué par le rapport Spinetta, les capitales flamboyantes, les week-ends à la mer, à la montagne. Mais non, le déplacement ne se limite pas à ça. Et là, je trouve intéressant de voir comment les SERM ont été vraiment pris, modulés, adaptés à l'ensemble des villes intermédiaires et qui permet de faire vivre un petit peu cette multiporalité. Alors peut-être la faire vivre un peu plus, c'est-à-dire que cette différente polarité, la faire non seulement de SERM en SERM, mais à l'intérieur même des SERM. C'est-à-dire que voir la limite du SERM, non pas comme un point de rabattement, mais peut-être comme à créer un lieu de vie. Il y a peut-être cette notion-là, effectivement, qui est peut-être à voir. Mais donc, il y a vraiment c'est intéressant de voir comment ça s'est emparé pour des villes plus intermédiaires. Donc, mes petits points de vigilance, d'un point de vue toujours un peu CESE, ça permet de désenclaver, effectivement, des zones périurbaines. Mais ça n'exempte pas de continuer à faire du logement social et intermédiaire dans les villes-centres. Voilà, c'est un petit peu le point de vigilance. Donc la constitution effectivement des policentres, on continue effectivement à essayer de développer, on ne va pas recréer la data, mais au moins à l'intérieur des régions et des territoires, d'avoir cette pensée d'équilibre des territoires, c'est assez important. On pense aux petites lignes, mais pas que les petites lignes aussi, c'est vraiment d'avoir l'ensemble des modes, d'avoir des points relais, parce qu'on est quand même dans une problématique de fracture territoriale, fracture sociale extrêmement importante. On a encore fait un sondage sur le rapport sur l'état de la France au CESE,
où on a un détachement démocratique des plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne sont finalement la démocratie, pourquoi y tenir tant que ça? Donc c'est un peu affolant. Donc oui, on sent des populations qui se sentent une vraie notion de relégation complète et quand on croise, qui va avec ces notions de territoire, de l'accès aux services publics, d'accès à l'emploi, tout se croise. Donc on a vraiment cette problématique que l'ensemble des territoires se sentent concernés, pas forcément desservis, mais en tout cas concernés, et un attachement. Donc la cohésion sociale et territoriale, c'est absolument un des fondamentaux qui reste à faire ça. Là aussi, un petit point de vigilance par rapport au CERM. On voit que se dessinent des acteurs un peu plus spécialisés sur le CERM. Donc attention, est-ce qu'il n'y ait pas là aussi, dans cette même logique, deux mondes? C'est-à-dire que moi j'ai mon opérateur, j'ai mon GI, j'ai mon petit système financier qui me va bien, et puis le reste se débrouille. Donc voilà, c'est un petit peu le point d'attention que j'ai par rapport au système de gouvernance. Alors au CESE, moi je fais partie de la commission économique et finances et environnement. On n'a pas de commission de transport en tant que telle au CESE. C'est traité soit dans l'aménagement du territoire, soit très très lié à l'énergie. Et moi je trouve que c'est une bonne idée de relier à l'énergie. On a beaucoup travaillé, il y a un avis sur le financement de la SFEC, la stratégie française énergie-climat. Bien sûr en lien avec la SNBC, puis on regarde aussi les impacts du PNAC, le plan national d'adaptation au changement climatique, le 3 là, qui est en cours. Donc il y a tous ces éléments et de voir comment on peut avoir des leviers. Donc moi je trouve intéressant de faire ce rapprochement à la fois des territoires mais également de l'énergie, parce qu'on est principe de décarbonation, de transfert modal, etc. Et aussi parce que dans l'énergie, il y a cette habitude de la programmation pluriannuelle. C'est inscrit, ça fait partie véritablement de leurs fondamentaux, ce qui, on le sait, un peu moins vrai dans le transport, et venant de SNCF Réseau et de RFF, on a effectivement un problème d'infrastructure, de financement d'infrastructure. Alors je vais faire un tout petit aparté sur la problématique effectivement, de financement des infras. Je pense que tout le monde n'a pas bien réalisé les impacts de la loi Nouveau Pacte ferroviaire. C'est pas tellement le passage en SA, mais pour le SNCF Réseau, c'est le passage en ODAC, 3 mois après la loi. C'est-à-dire que Eurostat nous a dit non, et votre plan de financement, recettes-dépenses, ça ne tient pas pour une SA, donc nous a requalifié en ODAC, c'est-à-dire en quasi-administration publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque euro de déficit de réseau remonte automatiquement au déficit public. Chaque euro de dette supplémentaire de réseau remonte à la dette publique. Vous imaginez l'ambiance du conseil d'administration avec Bercy. Voilà. Donc on a quand même et le conseil d'administration, c'est 2 personnes de Bercy, une personne de JTM qui n'a pas le droit de vote. Ça vous donne un petit regard sur le rapport de force. Voilà. Donc c'est vrai que je comprends qu'il y ait parfois des frustrations. Elles sont partagées. Elles sont partagées parce que nous avons effectivement ces petits aléas budgétaires qui sont... Donc j'envie férocement le système de la SGP qui a sa recette affectée, sa possibilité de trisation. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il faut changer. Est-ce que c'est l'acteur ou est-ce que c'est le mode de financement? Peut-être un peu des deux. Il y a peut-être des choses à améliorer de chaque côté. Mais le mode de financement, la structuration, la capacité d'avoir un financement fléché est absolument fondamental. Après, sur les natures de financement, je n'ai pas de recette magique. Je n'ai pas trouvé ce que n'ont pas trouvé les autres depuis 15 ans. On tourne toujours autour de la taxonomie verte, l'écotaxe, les péages des autoroutes. Il y a peut-être quelque chose à faire. Enfin, on tourne autour véritablement des mêmes sujets, comment titriser, etc. Donc, effectivement, des recettes affectées. Ce qu'on avait regardé un petit peu, effectivement, au CESE pour le sujet de la SFEC, c'était les plus-values foncières, de voir comment on pouvait l'affecter, parce que ça a été encore redit aujourd'hui. La mobilité, des facteurs de mobilité font monter les prix au niveau foncier. Ça serait bien qu'une partie de cette valeur créée puisse revenir quand même dans les mobilités. Ça ne serait pas inintéressant. Donc il y a ces sujets-là. Après, il y a un peu des artifices par rapport à est-ce qu'on peut sortir certains investissements de long terme de la règle, ancienne règle qui va revenir des 3% à certaines conditions, d'avoir des taux d'intérêt plus faibles, les green bonds, les social bonds. Bon, ça, c'est des véhicules financiers. Mais il n'y a pas véritablement de modèle. Le versement mobilité, on en a parlé. On a besoin d'un vrai versement mobilité pour chacun. Il faut un versement additionnel pour les régions. Je pense que si on se retrouve à se regarder pour savoir qui avoir la part de se partager de ce qui existe déjà, ça va devenir très, très, très compliqué. Donc on a besoin effectivement d'avoir une logique assez claire pour que chacun puisse trouver effectivement un moyen qui soit affecté, qui ne rogne pas sur celui du voisin. Une possibilité effectivement de financer ces éléments, c'est assez important. Et là, pour là-dessus. Donc voilà, donc le CESE, on est vraiment sur ces sujets de comment pouvoir
permettre des financements de long terme. On a fait un rapport aussi qui n'était pas inintéressant sur l'impact du dérèglement climatique du point de vue assurantiel. Parce que les réassureurs, ils ont coté le GIEC. C'est bon, dernière phrase. Je crois qu'il va nous rester 20 minutes. Ils ont coté le GIEC, donc ça veut dire, si vous ne faites rien, ça va coûter tant. Ouais. Donc voilà, donc intégrant ces éléments-là, y compris à l'échelle du CERN, il y a effectivement des possibilités d'avoir des financements un peu de long terme qui permettraient de financer. Donc, mais c'est un arrangement qui nécessite, comme vient d'être dit, effectivement l'accord de l'ensemble des partenaires sur les différentes échelles. Merci. Merci beaucoup pour ce plaidoyer très dense et convaincant, et le tout en très peu de temps de préparation, puisque vous n'étiez pas prévu. Donc, un grand merci. Moi, ce que je retiens quand même, c'est la question des rapports au territoire, la question de l'articulation des politiques publiques, qui nous renvoie un peu à la gouvernance aussi des territoires, sujet qu'on pourra peut-être évoquer. Je voudrais, moi, à partir d'un exemple, vous dire un peu comment on a fonctionné à Strasbourg pour la mise en œuvre de ce qu'on a appelé le réseau express métropolitain, qui est la préfiguration de ce que sont aujourd'hui les SERM. Alors, c'est moi qui appuie. Voilà, donc simplement pour dire qu'à Strasbourg, il y avait une habitude de collaboration entre autorités organisatrices de très longue date. Et puis il y a toujours eu un intérêt pour le ferroviaire. Dès la région Alsace, avant même qu'elle soit Grand Est, il y a déjà un SERM qui fonctionne. Le TER 200 entre Bâle et Strasbourg, c'est un SERM. 52 minutes, cadencement à la demi-heure, de 6h ou 6h30 jusqu'à 23h. 110 km, 52 minutes entre Mulhouse et Strasbourg. Donc, et ça fonctionne bien. On a aussi, non pas 8 branches, à Strasbourg, mais on en a 5, ce qui est déjà pas mal. Donc une étoile ferroviaire qui est performante, qui a fait l'objet d'investissements de long terme, puisque dès 2010 a été réalisée la 4e voie nord de Strasbourg, qui a donné de la capacité. C'est vrai que ça a été un investissement long, mais si ça n'avait pas été anticipé, on n'aurait pas pu faire ce choc de l'offre. Et puis aussi un autre projet qui a été mené par le département, qui en avait encore la compétence du Bas-Rhin, qu'on appelle le TSPO, c'est un transport en site propre, ouest, qui est aménagé sur l'autoroute pénétrante de l'ouest de l'agglomération. Alors on a eu, dans les années 2015 à Strasbourg, une vraie polémique autour de la pertinence de la réalisation. On a parlé aussi de la projet routier, projet de SERM. Il y avait un grand projet routier qui était le projet de contournement ouest, très gros investissement, qui ne faisait absolument pas l'unanimité. Beaucoup d'acteurs craignant que ce soit, j'allais dire, un facteur de déploiement, d'augmentation du trafic routier. Et donc, ce qui a été imaginé pour essayer de se retrouver sur l'essentiel, c'est un Grenelle des mobilités, donc qui a permis de fédérer tous les acteurs économiques, sociaux, politiques, bien sûr, institutionnels. L'agence d'urbanisme que je représente en a été à l'animation. D'ailleurs, ce modèle Grenelle des mobilités s'est déployé depuis aussi à Metz et à Nancy. On avait, au niveau de l'Eurométropole, déjà conclu un accord sur un titre unique, une tarification unique, pour pouvoir utiliser avec la même tarification que sur le transport urbain les 13 gares de la métropole de Strasbourg. Et puis une convention de cofinancement de l'amorce du réseau express métropolitain assez ambitieuse et volontariste, puisque la métropole a accepté de payer 50% des surcoûts de la nouvelle offre de services, y compris pour la desserte de tous les territoires de l'ensemble du département du Bas-Rhin. Parce que la métropole de Strasbourg, c'est d'ailleurs un peu la critique que je ferai à la loi MAPTAM, c'est pas la métropole telle qu'elle est. La métropole de Strasbourg, c'est l'ensemble du département du Bas-Rhin. Et c'est par ailleurs à d'autres métropoles, une métropole qui est polycentrique. D'autres métropoles, comme celle de Toulouse, comme celle
comme celles de Bordeaux, sont peut-être plus centrées sur la ville-centre. Et à Strasbourg, c'est beaucoup moins le cas. Et puis, donc, une relation fluide. Moi, je voudrais vraiment insister aussi sur la qualité de la relation entre acteurs. Alors là, les aspects politiques, j'ai été pendant 35 ans directeur général de services de grandes collectivités. Je peux vous dire que l'alignement politique est en général plutôt générateur de conflits que de fluidité. Donc, quand les gens ne sont pas sur le, enfin, les élus ne sont pas sur le même positionnement politique, en général, c'est plutôt facilitant. On l'a d'ailleurs vu ce matin avec l'excellent exemple de création du syndicat de l'Ouest de Chambéry, entre Aix et Chambéry. Il fallait dépasser l'antagonisme Aix et Chambéry, qui est à peu près celui de l'autre ville d'Aix, éponyme, et de Marseille. C'est à peu près du même niveau. Voilà. Et donc, c'est vrai que tisser une relation de confiance, ça prend du temps et ça demande une volonté très forte des acteurs. Alors, vous le savez, le réseau express métropolitain fonctionne depuis 2 ans. Sa montée en puissance a été un peu chaotique parce qu'elle a été un peu précipitée à cause de problèmes de matériel, disponibilité des conducteurs. Il y a même eu des baisses de services ou des dégradations de services sur certaines lignes du REM, ce qui était quand même assez contre-productif. Par contre, ce qui a été mis en œuvre en amont du REM, qui me paraît fondamental, là j'insiste vraiment, je parle aussi peut-être pour ma paroisse, c'est de mettre en place un dispositif d'évaluation dès le lancement du REM. Parce qu'il faut savoir que rien que connaître l'évolution du niveau de service, ça paraît évident, c'est même pas évident parce que je crois, c'est même pas sûr, on n'en est pas sûr, parce que la SNCF ne conserve que quelques mois les informations sur le service qu'elle offre. Donc au bout d'un an, tout peut être effacé, on ne connaît pas le T0. Donc si on veut évaluer l'impact d'un réseau express ou d'un SERM, il vaut mieux connaître le T0. Ensuite, alors la compétence mobilité en Grand Est, elle a été, c'est la même carte que celle de la France entière qui est produite par le CEREMA. Elle a été très largement prise par toutes les intercommunalités sur le Grand Est, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Parce que du coup, ces intercommunalités ont instauré un versement mobilité. Alors certaines le font à bon escient, d'autres essayent de justifier au maximum l'utilisation de versement mobilité. Et c'est autant de ressources qui peut après manquer pour bâtir un projet cohérent. C'est bien la desserte fine, mais si on ne fait que de la desserte fine, on n'arrivera pas à financer les projets structurants. Je vous ai mis quelques... pardon, excusez-moi. Voilà, ça c'était... Voilà, je vous ai mis quelques représentations de l'évolution du niveau de service. Tout ce qui est en vert, c'est une amélioration. Le demi-cercle représente l'amélioration du cadencement. L'autre demi-cercle représente l'amélioration de l'amplitude. Vous voyez qu'à part quelques gares, il y a vraiment eu un choc d'offres. Vraiment un choc d'offres. Il y a des gares au nord de Strasbourg qui ont un cadencement en hyperpointe à 10 minutes et qui en 9 minutes sont à la gare de Strasbourg. On relie ces communes à la gare de Strasbourg, c'est-à-dire quelquefois plus efficacement qu'à l'intérieur même du réseau de tram de Strasbourg. Bon, j'ai aussi des éléments sur l'amélioration au sein de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, c'est vrai qu'on les a mis dans nos évaluations, mais c'est intéressant parce qu'il y a une forme de glissement, et c'est heureux. Au départ, ce qui intéressait la métropole, c'est d'activer ces gares pour faire fonctionner son réseau de transport. Et je pense que les élus se sont aussi rendus compte que le réseau de transport de Strasbourg en soi ne représente qu'une partie de la problématique des déplacements et qu'il faut forcément s'intéresser à l'espace plus large qui constitue l'aire métropolitaine. Donc c'est une invitation à dépasser, bien entendu, le périmètre de compétences. Là, vous avez représenté l'offre du réseau express métropolitain, le schéma de fonctionnement. Alors, je tiens à dire qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a aussi un problème d'image considérable constaté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque. Le fait qu'il n'y ait pas une autorité organisatrice, ça fait que le service est mal vendu. Pour exemple, cette carte, la région ne nous a pas autorisé au départ à la diffuser, parce qu'elle a été réalisée à l'agence
mais on n'a pas trouvé de carte bien faite et, j'allais dire, qui donne envie. Voilà. Alors, ce réseau express métropolitain pose beaucoup de questions pour l'avenir. C'est la pérennité du financement initial, parce que la métropole a accepté de mettre environ 6,5 millions par an pour cette amélioration de service, mais elle l'a dit à titre de préfiguration pour les 3 premières années. Mais qui va prendre le relais, surtout si le service est déjà offert? Et si les élus ne s'approprient pas cette amélioration du service? Il y a une commune du nord d'Alsace que je ne citerai pas, où je suis allé la voir pour lui expliquer qu'elle pourrait utilement confier la réalisation du plan local d'urbanisme à l'agence que je représente. Le président de cette communauté de communes a dit « Mais vous êtes venu comment ?» J'ai dit « En train, monsieur le président. Vous avez un cadencement, il y a 6 trains à l'heure. » Je n'ai même pas regardé les horaires. Je lui aurais dit que j'étais, alors que c'est une ville qui est à 30 km de Strasbourg, je lui aurais dit que j'étais venu en patin roulette, il n'aurait pas été plus étonné. Donc il y a la question, c'est vrai que le fait de constituer une gouvernance, ça permet, d'accord, d'écofinancement, mais ça permet aussi une appropriation des acteurs, et ça me paraît tout à fait essentiel. Donc c'est vrai qu'à Strasbourg, on a été volontariste, on n'a pas fait ce qu'a fait Chambéry. Finalement, on s'aperçoit qu'il faut rentrer par un bout. Et Chambéry, ils ont constitué déjà un syndicat qui paraît solide, mais ce sont des projets. À Strasbourg, on a fait le service, et maintenant on essaye de voir comment on peut faire le syndicat. Ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple. Donc, la gouvernance, ça a bien été dit, elle ne peut être mise en place que de façon volontaire. Il n'y a aucune tutelle qui pourra forcer quiconque à adhérer et à cofinancer. Je le disais tout à l'heure, des EPCI ont pris la compétence mobilité, c'est de saturer les recettes du versement mobilité. Et puis, vous l'avez très bien souligné, c'est le découplage, déplacement, planification des politiques urbaines. Ça, c'est un sujet qui m'est cher. En réalité, la gouvernance d'un CERM, c'est la gouvernance de l'aire métropolitaine. Et en France, on est très mal organisé. Moi, je voudrais prendre l'exemple allemand. En allemand, ils ont un concept qui s'appelle les régions métropolitaines. Quand vous allez à Cologne, c'est simple, il y a la commune de Cologne, c'est l'intercommunalité plus la ville-centre. Le département, c'est-à-dire le trail, c'est à Cologne, il n'y en a pas. Et le deuxième niveau, c'est le Land. Et il y a quand même, pour structurer toutes les communes environnantes et les intercommunalités environnantes, il y a quand même ce qu'on appelle une région métropolitaine. Et ça n'existe que très peu en France. Malheureusement, la notion de métropole est un impensé de l'organisation territoriale française. Alors elle peut se faire s'il y a un volontarisme des élus, mais elle n'est pas évidente. Autre exemple, vous avez parlé des SCOT, très justement, et des interscots, vous n'y croyez pas, moi non plus. Non, j'y ai cru, mais moi, je n'y crois pas non plus, parce que, chose vécue, dans le Bas-Rhin, il y a 8 SCOT. C'est une seule métropole, il ne va y avoir qu'un SCOT. De l'autre côté du Rhin, moi, dans le pendant de l'Ortenau, qui est la région frontalière, il y a un équivalent du SCOT à Freiburg et un équivalent du SCOT à Karlsruhe. Là où on en a 8, ils sont donc 2. Donc une autre structuration. Et c'est vrai que si on ne peut pas articuler cette politique des mobilités avec de la planification, et après non seulement de la planification, mais des politiques urbaines et d'aménagement, on risque d'avoir un territoire tout à fait désorganisé. Tout à l'heure, très justement, vous avez parlé de l'articulation mobilité-question scolaire. On a fait une étude à l'agence d'urbanisme sur les mobilités Nord-Alsace comparées avec les mobilités du Sud-Palatinat. 2 régions de niveau de revenus équivalentes, structuration urbaine à peu près équivalente. Sud-Palatinat, les ménages ayant 2 voitures au plus, 1 tiers. Nord-Alsace, ménages ayant 2 voitures au plus, la moitié. Les déplacements, les écoles, il y a des pistes cyclables qui desservent toutes les écoles. Et les écoles, comme ils ont déjà fait un regroupement communal dans les années 60, les écoles ont été positionnées à l'interface d'ensembles urbains. Et elles sont toutes desservies par des pistes cyclables. Les enfants se rendent à vélo, dans les écoles, là où les parents... C'est pour ça qu'il a fallu inventer les vélos-rues, parce que sinon les parents voudraient rentrer avec leur 4x4 dans les classes. Donc il y a une question de structuration d'espace et bien évidemment la mentalité qui va avec. Donc toutes ces questions de
de gouvernance sont tout à fait essentielles. Et la gouvernance de la métropole, c'est aussi la réponse à la question des financements. Bien sûr, on peut attendre de grand soir des financements miracles qui vont tomber du ciel. On sait que quand même, et puis je trouve que c'est sain que ceux qui décident aient quand même à mobiliser des recettes. Bien sûr qu'il leur faut des leviers. Le versement mobilité est un levier, il s'élargit peut-être un petit peu, mais il est quand même sain que les acteurs qui sont à l'origine des projets aient aussi à en payer le coût. Sinon, c'est un peu trop facile d'être dans une logique de guichet, d'attendre tout de la région ou de quelque organe que ce soit. Voilà ce que je voulais simplement dire à travers la modeste expérience de Strasbourg que j'ai connue et que je connais. Voilà, la parole est dans la salle. À qui veut la prendre? Oui. Je crois qu'il y a un micro, là. Il est fort. C'est bon. Ouais. Donc, oui, Jean-Marc Denis, membre fondateur Objectif RER métropolitain. Je vais revenir au financement. Fanny Rabe utilisait le terme d'équité territoriale. Et justement, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur comment on a pu financer les travaux du Grand Paris sur 10-15 ans, qui coûtent plus de 30 milliards d'euros, même 35 milliards. Et comment on n'arrive pas à financer ou à imaginer au niveau d'une péréquation nationale, notamment du financement pour 24 RER métropolitains ou CERN, qui représentent à peu près 20 millions d'habitants. Donc voilà, la question elle est là. Alors on aura beau parler de versement mobilité, d'augmentation, il y avait des propositions qui ont été faites, notamment nous on s'est appuyé sur la proposition du conseiller de Paris, Jacques Baudrier, qui préconisait par exemple de péréquer les taxes bureaux de la région parisienne, où se situent tous les sièges sociaux quasiment de la France. Hein. En fait, moi je viens de Marseille, le gros groupe c'est CMA, CGM, donc c'est énorme, mais il n'y a que ça. Hein. À Lyon c'est pareil, il y a des gros groupes. Voilà. Sur la région parisienne, il y a énormément de groupes et de centres. Et donc il y avait par exemple cette proposition de péréquation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être une source de financement? Et comment on pourrait, à l'instar du Grand Paris qui s'est appuyé sur la Société du Grand Paris qui est devenu associé des grands projets qui demandent la loi à CERN, on pourrait aussi commencer à parler dans un tas jacobin de péréquation nationale, et je pense que tout le monde est concerné au niveau de toutes les métropoles en dehors de la région Île-de-France. Merci. C'est une proposition d'ailleurs de l'association, hein, d'essayer de pousser ce mode de financement en termes de péréquation sur les politiques et notamment. Vas-y. Oui, j'avais regardé un peu le mode de financement de la SGP, ce que je dis, ça fait des envieux. Ils ont bénéficié d'une période quand même assez bénie, quoi. Enfin, donc, le Cité du Grand Paris s'est créé, c'était quand même une période où les taux d'intérêt étaient négatifs quand même. Oui, mais du coup, et comme ils n'avaient pas quelqu'un qui leur disait vous ne pouvez pas emprunter à tel machin, enfin ils avaient une liberté dans la titrisation. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que dans la période où les temps étaient plus bas, où vous doutez bien qu'à un moment ça allait remonter, ils ont titrisé à mort. Donc ils ont un matelas d'ailleurs qui a fait quelques envieux à un moment, enfin maintenant moins parce qu'il va être utilisé, mais ils ont constitué un matelas au moment où il fallait le faire. Hein. Donc il y a eu donc un élément favorable, et puis ils ont eu la possibilité, la liberté financière de titriser, donc il y a eu ça. Ensuite, tu l'as dit, ils se financent essentiellement sur les taxes d'équipement. Avec des constructions de bureaux, de logements. Alors déjà, tu avais les existants en Ile-de-France avec une augmentation des prix fonciers qui font que, enfin bon, les taxes, il y a une valorisation qui est importante, et une construction, un aménagement extrêmement fort. Donc, ils ont eu ces deux chances-là, effectivement, et qu'ils ont su parfaitement mettre à profit. Ils ont tiré le maximum de ces deux effets-là. Donc voilà, aujourd'hui, la situation est peut-être un petit peu plus tendue, parce que la situation des mobiliers de bureau n'est pas la même. Voilà. Alors la péréquation, oui, moi je pense qu'il peut y avoir une péréquation. Alors après, est-ce que c'est une péréquation de la SGP? Est-ce que c'est une péréquation par le service? Est-ce que c'est une péréquation par l'infrastructure? Est-ce qu'il faut penser à créer un service minimal de transport pour tous, filet de sécurité sur le principe de la Poste, où il y a un contrat universel? Est-ce que c'est la même chose qu'il faut plaquer? J'ai une petite idée là-dessus, mais je n'ai pas forcément de vérité à dire. Mais en tout cas, il faut trouver le moyen, effectivement, de pouvoir un peu équilibrer, effectivement, sachant que
bon, même si les valeurs en Ile-de-France foncière sont toujours énormes, c'est moins l'escalier que ça a pu l'être à un moment. Non, mais je sais pas forcément autre chose. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Alain Roux de la FNOT, simplement une remarque. La Société du Grand Paris a d'énormes qualités. Il ne faut pas oublier que quand la feuille de route a été signée, c'était 20 milliards. On va arriver à 40 milliards. Et avec les frais financiers, on va arriver à 80 milliards. Donc il faut quand même être prudent sur la reproduction. Oui, non, Beaucoup d'élus c'était une période bénie. Mais on ne trouvera pas sur le plan local les Pas de dynamique. 100 millions d'euros annuels sur lesquels est assise la SGP. Clairement. Je crois qu'on a eu ta Oui. séance, mais Il y avait encore une intervention. François, oui. Je dirais qu'on est tout à fait au début d'une démarche, mais on se rend bien compte qu'on réagit tous avec notre culture et qu'on ne sait même pas très bien de quel objet va-t-on devoir gérer. Est-ce que c'est certainement pas qu'un investissement, c'est un service. C'est un service qui va être à base ferroviaire en principe, mais avec des annexes, des coordinations horaires, une coordination tarifaire, donc logiquement une chambre de compensation, peut-être aussi un pouvoir d'injonction aux autres collectivités pour que l'urbanisme se calme sur la trame du réseau de transport. J'en parle parce qu'à l'UNIC, c'est comme ça. Le système de la SGP est un système sur lequel ils gèrent le réseau de transport, mais Tout à fait d'accord. Je trouve qu'on aurait dû dire un CERM égale un SCOT. Parce qu'on va ouvrir à l'urbanisation et on risque de... Un SCOT, normalement, est là pour réguler et on risque de mettre en place un système non encadré d'un point de vue urbain qui va générer de la dérégulation. donc, moi, je suis assez partisan qu'on dise, avant de définir quel type de gouvernement on va prendre, de dire quel objet on doit gérer. Et on commence comme ça. Mine de rien, c'est pas facile, parce qu'il y a 2 ou 3 sujets qui sont piégeux là-dedans. Et puis, petit à petit, et puis on attend un peu la réflexion d'État. On est quand même gêné de ne pas savoir ce qu'ils pensent. Mais, cela dit, ça va se faire petit à petit. Et ce qui est précieux, c'est d'avoir ce temps de discussion entre personnes assez différentes d'origine pour peu essayer de faire converger une position construite. Merci François. Il y avait une dernière question au fond de la table. Vraiment, je voudrais revenir sur la question de la période bénie. Présente-toi, parce que tout le monde ne te connaît peut-être pas. Oui, Christina Lévy, moi j'ai été Oui. Et rapporteur du Oui. transport. Qu'est-ce que tu veux que je dise aussi Et rapporteur du transport Oui. à la commission des finances. On va parler Ouais. finances. Commission Allons-y. des finances et rapporteur du rapport spécial transport Ouais. à la commission des finances. Donc moi je voudrais revenir sur la question du temps béni, des taux négatifs. Mais pour autant, la SGP a bénéficié du soutien de l'État, a bénéficié de la garantie de l'État. Bien sûr. Et donc, sur des infrastructures de cet ordre-là qui s'étalent sur quand même de trop nombreuses années, puisqu'on parle bien évidemment d'État, je ne vois pas en quoi l'État ne pourrait pas garantir, y compris au niveau des collectivités locales, même si je suis assez favorable également à la question de la péréquation. Tout le sujet, c'est qu'il faudrait changer la règle au niveau européen, de façon à ce que tout ce qui est infrastructure est donc décarboné, tout ce qui est investissement décarboné, Ça revient à une des solutions. Voilà. permettre effectivement de sortir de la D'accord. calcul de la dette et du règle de Maastricht. Et c'est ce que nous plaidons au Pareil. niveau européen, Voilà. c'est de sortir Pareil au tous ces CESE. investissements Pareil. décarbonés du calcul de la dette et donc des mauvaises notes qui sont attribuées à tel ou tel, parce qu'on investit pour l'avenir dans la décarbonation. Tout à fait d'accord sur les deux sujets. Oui. Merci Je fais beaucoup, bref. mais je crois qu'on a CESE aussi, pareil. un rappel à l'ordre de M. Degan là, qui était en train de nous donner, distribuer On va faire les- un carton jaune. Hein, voilà. Merci à vous. Merci. Merci. Hein. C'est très intéressant. C'était très basique. Hein. Oui. Parce que ça semblait bien en fait. Oui, vous étiez très complémentaires. Oui. Mais ça se retournait. Tout ce qui était sur la SGP, je crois que je creuse quand même, parce que je suis sûre qu'ils vont venir à un moment donné, ça va consolider la dette aussi. J'ai du mal à croire que la SGP va